Si l'on demandait aux Valaisans de citer un illustre personnage originaire de la commune de Ninda, le nom le plus souvent évoqué serait probablement celui de Fernand Martignoni. Samedi 25 juillet, les passionnés de voilure tournante et les amis du pilote disparu se sont donné rendez-vous au lac de Tracouet à l'occasion du premier trophée Fernand Martignoni. Martignoni est très vivant à Ninda, c'est un homme qui évoque tout de suite le pilote et en même temps aussi le garçon du coin, l'enfant à la fois timide mais si généreux. Il est bon de mettre en lumière aussi le travail des sauveteurs, tous ces sauveteurs qui travaillent tous les jours, qui prennent des risques. Tous les médias sont là pour féliciter des sportifs de haut niveau. Eh bien, ces gens, à leur niveau, sont probablement encore plus sportifs, réalisent des exploits dans l'ombre pour sauver des vies. Donc, il est juste et, à mon avis, honorable de rendre un hommage à ces personnes. Sur le coup de 10h30, une Alouette 3 de la compagnie Air Glacier, pilotée par Patrick Fauchère, a été engagée dans une démonstration de sauvetage avec treuillage de victimes à la clé. Je trouve que c'est toujours sympa, ça montre un peu aux gens les attraits de notre métier. Aujourd'hui, c'est un truc, une démonstration facile, il n'y a pas trop d'obstacles, il n'y a pas des conditions de vent mauvaises, il n'y a pas des conditions météo mauvaises, il n'y a pas le stress de l'engagement non plus, puisque le blessé, c'est du fictif. Dans un premier temps, un guide de montagne est déposé au treuil afin d'assurer la sécurité de l'opération de secours. Assisté d'un médecin, la victime, une fois conditionnée, est évacuée et placée avec précaution sur une civière dans un lieu sûr. La récupération du guide s'opère dans une deuxième étape. Toujours sous assistance médicale, le blessé est finalement acheminé vers l'hôpital le plus adéquat. Peu avant midi, une petite cérémonie religieuse a fait planer sur la foule une ambiance de recueillement. À l'heure des souvenirs, un petit avion posé à proximité immédiate du lac rappelait au public que Fernand Martignoni avait accompli son premier vol ici même, en compagnie du plus célèbre des héros valaisans, Hermann Geiger. À Touvet, un petit hameau de la commune de Ninda, le 29 juin 1929, Fernand Martignoni s'intéresse très tôt au monde de l'air. Construit en 1934, l'aérodrome de Sion est situé pratiquement en face des fenêtres de la maison familiale. De là, le Nindar observe, durant de longues heures, l'atterrissage des avions sur la piste sédunoise. Au recrutement, j'ai demandé pour les troupes d'aviation, puis ils m'ont mis dans les chars. À la sortie de la guerre, Fernand Martignoni entame un apprentissage de mécanicien au garage Ediger à Sion. À l'âge de 21 ans, le pilote Nindar unit sa destinée à Julia Teta. De leur union naîtront 5 enfants. En 1953, il rencontre Hermann Geiger. Timide et hésitant, il reçoit un accueil bienveillant. Désireux de commencer sa formation aéronautique, il réalise très tôt que son projet nécessitera beaucoup de sacrifices. Pour la jeunesse à l'époque, ce qui manquait le plus, c'était l'argent. Pas comme maintenant. Non, ils ont les moyens d'avoir des cheveux longs. À l'époque, on ne pouvait pas. Je dis pas ça parce que j'ai plus de cheveux. Hein. C'est pas pour ça. Hermann Geiger propose à Martignoni de le prendre gratuitement lors de survols à vide en contrepartie de coups de main à l'aérodrome. Les heures de vol s'accumulent et le Nindar obtient sa licence de vol l'année suivante. La section valaisanne de l'Aéroclub de Suisse dispose à cette époque de petits biplaces de type Piper Super Cub équipés de moteurs de 125 chevaux. Parfaitement adaptés aux atterrissages sur neige en raison de leur poids relativement faible, ces avions ne peuvent toutefois emporter qu'une petite quantité de marchandises. Durant d'interminables heures de vol, Hermann Geiger ravitaille les cabanes de haute montagne, dépose des touristes sur les sommets, mais surtout opère de nombreux sauvetages dans des conditions parfois extrêmement difficiles. La technique de vol de haute montagne est désormais devenue adulte.
Au point de vue technique, c'est sûr que les progrès, il y en aura toujours en mécanique, hein, donc des machines plus performantes. Mais en technique d'atterrissage en montagne, ça a toujours été la même et je pense qu'elle ne changera jamais. Au bout de quelques années de collaboration occasionnelle, Fernand Martignoni est engagé à plein temps pour seconder Hermann Geiger, toujours plus sollicité. On était presque gênés de devoir donner la profession du papa, parce que c'était quelque chose de rare à l'époque. C'était un des rares pilotes de montagne. Alors quand on devait répondre à la question à la maîtresse et qu'on disait il est pilote, on avait tous les regards sur nous. Et puis c'était plutôt gênant. Moi, ça me gênait. Accomplissant les mêmes missions, les deux pilotes influenceront chacun, à leur manière, l'évolution de l'aviation de montagne. Les deux, si vous voulez, avec dans le temps un peu différemment, ont apporté les deux quelque chose d'important. C'est-à-dire que un a eu le courage de faire ses atterrissages en montagne et l'autre a finalement aidé de le commercialiser, de le faire normal. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus un problème d'avoir un hélicoptère qui pose en montagne. Mais à ce moment-là, il fallait le faire. Et je crois que Fernand, avec ses connaissances techniques, avec son sens du pilotage, a fait avancer le côté commercial de l'aviation de montagne d'une façon prépondérante. Désireux de soutenir les efforts de Geiger et de ses collaborateurs, les dirigeants de la chaîne des magasins Coop estiment que l'acquisition d'un hélicoptère serait d'un grand secours dans les actions quotidiennes des pilotes valaisans. Ils organisent alors une grande collecte et au printemps 1957, le premier Bell 47J arrive en grande pompe à l'aérodrome de Sion. Le nouvel hélicoptère est immédiatement mis en service. Durant de longues années, cette machine rustique sera utilisée à des fins de transport et de sauvetage en moyenne montagne. Doté d'un moteur à piston, l'appareil ne peut que difficilement dépasser l'altitude de 2500 mètres. De ce fait, le Piper reste le seul moyen efficace d'intervention à une altitude supérieure. À la fin des années 50, la firme nidwaldienne Pilatus présente son dernier né, le Pilatus Porter. Équipé dans un premier temps d'un moteur à piston de 340 chevaux, capable d'atterrir sur des distances extrêmement courtes, cette bonne à tout faire de l'aéronautique suisse intéresse vivement la section valaisanne de l'aéroclub. Véritable camion volant, le Porter peut emporter 1 tonne de marchandises ou 7 passagers. Le 2 octobre 1959, l'aéroclub de Sion fait l'acquisition d'un premier appareil. Équipé d'une trappe de largage, cet appareil aux qualités de vol exceptionnelles constituera durant plusieurs années le fer de lance de la flotte sédunoise. Fernand Martignoni et Hermann Geiger apprécient pleinement les capacités de cet appareil, surtout lorsqu'il s'agit d'aller récupérer des alpinistes malchanceux dans des endroits impossibles. Les accidents, en principe, viennent quand il y a le mauvais temps. Et là, certaines fois, c'est très dangereux, mais si on sait qu'ils ont dégringolé tel et tel couloir ou tel rocher qu'on connaît, on sait qu'il y a, même sans les trouver, on sait qu'il n'y a plus de problème pour aller les chercher, qu'il n'y aura pas de vivants. Mais quand c'est d'autres accidents qui sont plus petits et quand il y a la possibilité de retrouver des blessés vivants, alors vraiment on prend des risques alors là. Ça arrive quelquefois, mais sinon en principe non, pas beaucoup. On vivait quand même beaucoup dans la peur. Au début de l'aviation de montagne, c'était pour toute la famille, c'était toujours assez... les émotions étaient fortes quand ils partaient. Surtout la nuit, on vivait ça avec ma mère. À travers ma mère, on était obligés, on ne peut pas passer à côté de ça. Donc on avait des moments, oui, d'appréhension en tout cas. En 1963, Bruno Bagnoud assiste impuissant à la chute de l'un de ses amis lors d'un cours de guide de montagne. Appelé sur les lieux avec l'un des hélicoptères Bell, Hermann Geiger ne peut atterrir en raison des faibles performances de sa machine. Bruno Bagnoud entend alors parler d'un nouvel hélicoptère construit par la firme française Sud Aviation, l'Alouette 3. D'un prix de plus d'1 million de francs, cette machine est dotée d'une turbine de 550 chevaux, pratiquement insensible aux effets de l'altitude. Durant 2 ans, Bruno Bagnoud lutte contre vents et marées afin de récolter les fonds nécessaires à l'acquisition d'une telle machine. À l'aérodrome de Sion, les courageux pilotes poursuivent leurs activités aux commandes du Pilatus et du Bell. Le duo accomplit des prouesses toujours plus étonnantes afin de répondre à une demande toujours plus pressante de la clientèle. Micheline Favre se souvient d'une anecdote qui en dit long sur le rythme de travail des montagnards volants.
Il a emmené un jour toute ma famille, sauf moi, j'étais en vacances à Nanda chez ma grand-mère et mon grand-père. Et il les a amenés sur un glacier, il avait des vols de passagers à faire et il leur a dit « Vous restez là, vous bougez pas, je viens vous reprendre dans un moment ». Alors bien sûr que personne n'a osé bouger, ma mère disait « Non, non, ne vous n'allez pas trop, il va arriver ». Il y avait une cabane un peu plus loin, ils avaient un peu faim, un peu froid, enfin après ils avaient un peu chaud, il y avait du soleil. Ils ont passé la journée parce que mon père est tellement pris dans ses vols, un peu oublié, qu'il était toujours là-haut. Et puis en plus il avait peur de marcher parce qu'il y avait des crevasses, donc ils sont restés là. Et il est arrivé, je crois, les chercher, c'était 6 h le soir. Toute la famille, crevant de faim, de chaud, et ils ont tout eu, je crois, ce jour-là, le chaud et le froid. Quelles que soient les conditions météorologiques, on trouve toujours une solution pour que les machines puissent prendre l'air. Pourtant, à bord de cet hélicoptère, Fernand Martignoni accomplira un vol de trop. Le 18 mars 1965, le pilote Nindar est engagé dans une mission de transport à Fratsé, près de Lide. Durant la première partie de la matinée, un fun modéré souffle sur la région. Lors de la 10e rotation, les turbulences engendrées par le vent augmentent brusquement. Le pilote veut renoncer à accomplir un vol supplémentaire. Le contremaître insiste. Martignoni accepte de redécoller une dernière fois. Le transport tourne à la catastrophe. Il est 9 h 50 lorsque le Bell 47 est déséquilibré par une violente rafale de vent. Le pilote tente de piquer pour rétablir sa machine. L'hélicoptère touche la cime des arbres, s'écrase et prend feu. Dans un premier temps, les ouvriers qui travaillent sur place croient à la mort du pilote, tant l'incendie est violent. Ils réussissent finalement à extraire Martignoni gravement brûlé, avec 2 côtes enfoncées et souffrant d'une jambe cassée. Durant 6 mois, le pilote devra interrompre ses activités. J'ai revenu à moi, je croyais que j'avais rêvé. Au bout d'un moment, je rêvais toujours ces sapins. J'ai dit non, c'est bien vrai, hein. Entre-temps, Bruno Bagnoud a trouvé le moyen d'acheter l'hélicoptère tant convoité grâce à l'appui d'une banque de la place de Sion et à certaines facilités accordées par Sud Aviation. Il se rend à l'hôpital et propose à Martignoni un poste au sein d'une nouvelle société. Au début août 1965, Bruno Bagnoud prend possession de la première Alouette 3 civile de Suisse et d'un Pilatus Porter. Hermann Geiger prend le titre de chef pilote de la nouvelle compagnie. L'entreprise Air Glacier est née. Durant une année, le trio lutte sans merci pour permettre le développement de la nouvelle venue de l'aérodrome Sédunois. Pourtant, une autre fatalité viendra frapper l'aviation valaisanne de manière particulièrement cruelle. Le 26 août 1966, au cours d'un vol d'instruction, l'avion d'Hermann Geiger percute juste après son décollage un planeur en phase finale d'atterrissage. Bruno Bagnoud se précipite au secours de son ami. Geiger décède à son arrivée à l'hôpital. Quelques jours plus tard, le pilote du planeur, Charles-Albert Gabiou, succombe à son tour. L'élève Anne-Marie Chaland est grièvement blessée. Une foule immense accompagne Geiger à sa dernière demeure. Du monde entier affluent les témoignages de sympathie et de reconnaissance. À bord de l'Alouette 3, Martignoni répand des gerbes de fleurs sur les fidèles massés sur la place de la Planta. À la suite du décès de Geiger, Fernand Martignoni devient chef pilote de la compagnie Air Glacier. L'accident d'Hermann Geiger ne constituera que le début d'une invraisemblable série de drames qui endeuilleront l'aérodrome sédunois jusqu'en 1974. Le 6 juin 1968, Jean-Pierre Alette, qui devait le lendemain fêter ses 23 ans, percute un câble de transport avec le dernier Bell 47 en service à Sion. C'est à Fernand Martignoni qu'incombera la sinistre mission de rapatrier son corps depuis l'hôpital d'Andermatt. 2 mois plus tard, Armand Geiger, neveu d'Hermann et chef mécanicien d'Air Glacier, s'abat sur la colline de Montorge avec son Piper après avoir remorqué un planeur. Le 4 février 1974, la première Alouette 3 heurte une ligne à haute tension dans la région de Domodossola. Le pilote Pierre Pellegrin, son assistant Bruno Bartholdi ainsi qu'un passager sont tués sur le coup. Une fois de plus, Martignoni prend en charge les opérations de secours. Il parlait très peu déjà de son métier et quand il y avait des drames, il se renfermait beaucoup sur lui-même. Je crois que c'est sa façon à lui peut-être d'éviter d'en parler. Pour lui, ça
Ça lui évitait peut-être de faire venir les choses, donc tout ce qui est les mauvais côtés du métier sur sa propre personne, je suppose. Je vois ça comme ça, ou pour nous éviter aussi des peurs. En 1973, une tragédie frappe la famille Martignoni. Fille du pilote, Rose-Marie meurt lors d'un accident de moto. Sa sœur Micheline se souvient. Le matin de l'enterrement de ma sœur, il est parti faire un vol. C'était sa façon à lui d'exorciser un peu ce drame. Ma mère l'a mal vécu, nous aussi, on ne se comprenait pas pourquoi aller partir voler quand on va... Et pour lui, je pense que c'était un moyen d'échapper un petit peu, de se retrouver lui-même à penser à ce drame tout seul, parce qu'il vivait beaucoup de choses, tout restait en dedans de lui, c'est son caractère, il n'a pas envie de sortir ses émotions, ou il n'arrivait pas à les sortir. Durant les premières années d'existence de la compagnie Air Glacier, le travail se fait rare pendant les mois d'hiver. Afin de permettre la survie de sa société, Bruno Bagnoux signe des contrats avec des missions techniques de l'ONU. À 2 reprises, il se rend en Afrique pour des périodes de 6 mois. Fernand Martignoni, resté à Sion, assure l'intérim. Au fil du temps, le tourisme hivernal de masse se développe, l'hélicoptère est de plus en plus sollicité. En 1969, Sud Aviation annonce l'arrivée d'une nouvelle machine baptisée Lama. Cet appareil rustique est capable de soulever une charge équivalente à son propre poids. À bord de cet engin, le pilote d'usine Jean Boulet atteindra l'altitude de 12 440 mètres en 1972. Ce record mondial ne sera jamais égalé par la suite. Le 18 juin 1971, Bruno Bagnoux et le chef mécanicien Guy Gaudry se rendent à Marignane pour prendre possession d'un premier exemplaire de cet appareil aux performances déconcertantes. À bord de cet appareil, Fernand Martignoni accomplit un nombre incalculable de transports et de sauvetages. Fernand nous a apporté beaucoup de choses. C'est un pilote extrêmement fin, extrêmement complet. Et c'était quelqu'un, moi je disais toujours, si Fernand ne fait pas ce vol, personne d'autre le fait. Lors des missions de sauvetage et de transport, la réussite de la mission est généralement attribuée aux pilotes. Pourtant, rien ne serait possible sans les compétences et le travail acharné des auxiliaires de l'ombre que sont les assistants de vol. René Minig, un homme au caractère entier mais extrêmement attachant, a été le plus fidèle compagnon de vol de Fernand Martignoni durant d'interminables journées de travail. Oh, de temps en temps, il faisait un petit peu une moue, mais le matin, quand il disait bonjour, j'étais sûr que ça allait tout bien. Il disait pas bonjour, j'étais content quand je pouvais voler avec lui, comme ça quand on voyait une bête sauvage, je lui disais « Hey, il y a des chamois là ». Ah, alors là, ça partait. Alors on était toute la journée bien ensemble, tip-top. Des fois, on travaillait depuis le matin à 7 h jusqu'à qu'on avait fini dans l'après-midi. Alors on ne mangeait pas, et les ouvriers non plus. Alors, puis ça a été un moment pour finir, les ouvriers, ils ont dit « Maintenant, c'est stop, maintenant on fait 1 heure de pause à midi ». Mais Fernand, il tournait en rond, les mains en poche, mais il ne mangeait pas. Au fil des années, le nombre d'alpinistes en haute montagne se fait de plus en plus nombreux. Il en résulte une demande croissante en matière de sauvetage. Lors d'interventions difficiles, Fernand Martignoni fait figure de référence. On l'appelle de plus en plus souvent, de jour comme de nuit. Combien de fois je lui ai téléphoné le soir? Les filles, ils n'osaient pas lui téléphoner. Il a dit « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» Il m'a dit, téléphone-lui, toi, t'es bien avec lui. Je disais, Fernand, on a un sauvetage. Où? Là, tel et tel endroit. Eh bien, je viens tout de suite. Et voilà, puis on partait les deux, tranquilles, jolis. Bonjour, police cantonale. C'est pour un sauvetage. À partir de 1972, les secours en montagne commencent à s'organiser de manière structurée. La police cantonale met à disposition des sauveteurs des gendarmes guides. Jacques Michelet, aujourd'hui responsable de l'organisation cantonale des secours, était à l'époque la figure de proue incontestée du sauvetage en montagne. À de nombreuses reprises, il a participé à des interventions avec Fernand Martignoni. Lorsqu'il partait pour une mission, s'il décidait de la faire, il allait au bout. Et si la décision était de ne pas y aller, c'est que vraiment il ne fallait pas y aller, il fallait trouver d'autres moyens. Je crois que chez lui, il fallait vraiment être accepté. Et puis, à partir de là, il y avait une confiance incroyable et plus nécessaire de se parler. Chacun savait, je crois, ce qu'il devait faire.
Et bon, peut-être une ambiance particulière, c'est parce que nous étions tous les deux de Nadar. Certains aides de vol venaient aussi de Nadar, donc on avait parfois un équipage complet Nadar, et ça faisait un petit plus, je dois dire, au niveau de la complicité. René Minig se souvient d'un sauvetage particulièrement difficile, accompli il y a nombre d'années à la cabane des Vignettes. Perdu dans le brouillard, il se retrouve avec Martignoni au-dessus de la vallée de la Valpeline. Après avoir récupéré durant 2 heures à Arola, ils réussissent à emmener le blessé à l'hôpital. Fort tard dans la nuit, ils atterrissent à l'aérodrome de Sion. Une dernière escale au bistrot s'impose. On arrive ici, la Madelon est en train de jouer aux cartes. C'était 1h du matin, ça je me rappellerai toujours. Il a dit on va aller la secouer. On a été tapé au store. Il a dit maintenant, Madelon, c'est 2 doubles whisky pour les deux. Parce qu'on a risqué aujourd'hui. Et voilà, on a bu ces 2 whisky, puis on est rentré à la maison. Quand on a volé assez longtemps, la turbine, tout ça, c'est ça qui est dur. C'est plutôt les nerfs qui se fatiguent. La fatigue nerveuse. Souvent, quand on arrive à la fin de la journée, on n'a plus envie de voir personne. Puis les gens se font des tas d'idées des fois, parce qu'on est un peu... On n'est pas très causant, ou bien... On est nerveux. C'est pour ça que je fais de la pêche, ça détend. Je travaille le samedi, le dimanche, surtout en printemps. On n'a pas beaucoup de congés. Ma femme s'en plaint assez d'ailleurs. Tous les week-ends, je suis loin de la maison. Ça fait quand même beaucoup d'heures dans l'année. À peu près 1000 heures. On lui a presque tout pris. Et malheureusement, quelquefois, en sauvetage, vous savez, on avait tendance à utiliser l'hélico, pas toujours avec raison. Quand on prend des risques et qu'on se rend compte que ceci est presque tourné au profit, ça use. Et je crois que ça, c'était un petit peu ce qui a rendu Fernand comme ça. Peut-être d'un abord plus difficile, un petit peu méfiant, parce que peut-être il ne voulait plus trop. Les dernières années, il voulait préserver ce qui restait et puis essayer de remettre un peu d'ordre là-dedans, et c'était pas facile. Les dernières années, je dirais qu'il a commencé à prendre un peu de temps pour sa famille, du fait qu'il avait déjà des jours de congé, puisqu'il y a quand même d'autres pilotes qui sont venus à Air-Glacier. Ils étaient plus trop sollicités, ou avec l'âge qu'il avait aussi, il méritait un peu de répit, donc il a commencé à prendre du temps pour faire un peu de ski avec son père, sa famille. Il avait beaucoup de plaisir, faire un peu plus de choses comme la pêche, la chasse. Ses vacances, c'était la chasse. Homme d'une modestie légendaire, Fernand Martignoni n'aimait pas que l'on parle de lui. Pourtant, les distinctions s'accumulent au fil des années. Pilote d'une finesse prodigieuse, il doit conseiller lui-même les plus fins manches de la firme Sudaviation lors d'un transport de coupole au Jungfraujoch. Ami du chanteur Gilbert Bécaud, il côtoie des célébrités venues du monde entier. En août 1982, Fernand Martignoni est lauréat du prix Runzi qu'il reçoit des mains du conseiller Guy Genoux. À l'heure des réjouissances, le pilote Nindar est loin de se douter du destin tragique qui l'attendra 2 mois plus tard. Le 27 octobre, Martignoni est engagé dans une campagne de vaccination contre la rage vulpine. À bord de l'Alouette 3 HB-XCM se trouve le professeur Franz Steck de l'Institut de virologie de l'Université de Berne, le vétérinaire cantonal Georges Brunner, son adjoint Marc Michaud et sa secrétaire Jeannette Rowe. Le pilote décolle de Sion à 8h50 en direction de Martigny, où l'attendent ses passagers. À 11h20, l'hélicoptère atterrit à Châteaudet. Une demi-heure plus tard, il s'arrête à monter pour se ravitailler en carburant. Après une nouvelle escale au restaurant de la Lécherette, l'appareil redécolle aux environs de 14h30. À ce moment, René Minig s'apprête à quitter l'aéroport de Sion. On est parti dans le Val d'Anivier, à Zinal. On était fait un petit transport là-haut. Et on est rentré, c'était 6h le soir, et puis ils ont dit Fernand, il s'est craché. Ça, je me rappellerai toujours. Et je suis sorti du bureau en larmes. Il est 14h53 très précisément lorsque l'Alouette 3 percute de plein fouet à 70 mètres du sol un câble à quelques 2,5 km des Diablerets. L'appareil s'écrase sur le dos, explose et brûle complètement. Les 4 passagers sont retrouvés dans l'épave calcinée. Fernand Martignoni, éjecté au moment de l'impact, repose dans l'herbe à quelques mètres de sa machine.
En presque 30 ans de pilotage, il avait accumulé 17 000 heures de vol et pas moins de 2000 sauvetages. Comble de malheur, M. Georges Pichard, commandant des pompiers des Diablerets, est victime d'un infarctus sur les lieux du drame. Il décédera quelques heures après sur un lit d'hôpital. C'était tous les jours. Dimanche comme la nuit pour les sauvetages, j'étais toujours là avec lui. C'est la vie, je crois. Après coup, je crois que la mort fait partie de la vie, bien sûr. C'est dur de parler comme ça, mais vous savez, quand on est secouriste, on côtoie la mort chaque jour, on l'apprivoise quelque part, on l'accepte. Elle ne nous fait pas trop peur, je veux dire, tout en la respectant. Et puis certainement que c'est quelque chose qui nous aide peut-être, très certainement même, à accepter. Les choses sont là, on devient réaliste quand on fait ce métier, et puis voilà, quoi. Ce câble, normalement, il n'existait plus. Je sais pas. Quelques mois après l'accident, les experts du Bureau fédéral d'enquête sur les accidents d'aviation rendent leurs conclusions. D'une manière implacable, ils mettent en évidence une série de négligences impardonnables. La carte des obstacles à la navigation aérienne, édition 1982, ne comportait plus aucune inscription relative au câble incriminé, qui avait été purement et simplement rayé par erreur lors d'un recensement. Les balises constituées de plaques de métal de couleur jaune étaient complètement rouillées le jour de l'accident. Le pilote n'avait donc aucun moyen de repérer l'obstacle. En guise de petit clin d'œil au pilote disparu, Guy Gaudry, responsable technique de la compagnie sédunoise, s'était juré de reconstruire l'Alouette XCM. Tous les mécaniciens se sont attelés à la tâche. Après 2500 heures de travail, le pari était gagné. L'Alouette de Martignoni allait reprendre son vol. Peu de temps avant l'accident, son fils, Jacques-Antoine, a commencé ses activités de mécanicien chez Air Glacier. Cette attirance commune vers le monde de l'air est un peu comme le symbole d'un héritage transmis à des générations de jeunes passionnés. Depuis l'époque de Fernand Martignoni, les machines sont toujours les mêmes. Parfaitement adaptées à notre relief montagneux et jamais surpassées, Lamas et Alouette continueront à soulager les travailleurs et apporter leur aide aux personnes en détresse. Régulièrement, les curieux observent un Pilatus Porter en train de larguer son lot de parachutistes. Beaucoup de choses sortent maintenant qu'on n'avait pas avant. On a maintenant des assistances médicales dans tous les sauvetages, ce qui n'était pas possible il y a 30 ans, parce que ça n'existait pas, les gens ne s'intéressaient pas. Alors c'est surtout dans ce domaine-là qu'il y a eu un développement. Retour à Tracouet, où les parapentistes du club des Lagopèdes ont contribué à agrémenter la fête. Emmenés à bord d'un hélicoptère sur la Dong-Nanda, les sportifs ont procédé à quelques atterrissages sous les yeux d'un public envieux. Essentiellement dévolu au travail aérien, le lama se transforme en un insecte étonnant d'agilité lorsque son pilotage est confié aux soins de Bernd van Dornick. Ce tout grand monsieur de l'aviation valaisanne est actuellement le pilote d'hélicoptère le plus expérimenté de Suisse et compte pas moins de 20 000 heures de vol à son actif. Jean-Louis Locher a accompli une démonstration des capacités étonnantes du lama. Pendu sous une élingue, c'est ni plus ni moins une voiture qui s'en est allée faire un petit tour à quelques dizaines de mètres au-dessus des têtes. Quelques minutes plus tard, le pilote a procédé à l'extinction d'un brasier, emportant à chaque rotation plus de 600 litres d'eau. En fin d'après-midi s'est déroulé le trophée proprement dit. L'opération consistait à accrocher des anneaux olympiques à une frêle structure de bois. Durant le concours, des pilotes privés se sont mesurés à des professionnels comptant plusieurs milliers d'heures de vol. Toute personne qui vole un hélicoptère doit être capable de tenir un vol stationnaire avec un certain vent à une certaine altitude. Là où il y a peut-être la plus grande différence, c'est au fond dans le choix des machines, dans le problème des performances des machines. Travailler avec une précision de neurochirurgien dans un véritable fouillis d'anneaux et de crochets semble être pour Bernd van Dornick une tâche d'une simplicité évidente. Regardez plutôt.
de l'Alouette 3, Patrick Fauchère, a eu bien des difficultés lors du concours. La roue avant de sa machine, s'approchant dangereusement de la structure, lui a fait perdre un temps précieux. Pour le pilote, tout espoir de gagner le trophée était perdu. Concurrent malheureux de la journée, René Barras n'a pas réussi à accrocher un seul anneau avec son Robinson R22. La raison en était toute simple. Là, j'ai une machine qui pèse 430 kg, 470 kg avec le pilote et le carburant environ 500 kg. Donc je suis 3 fois plus léger que les autres machines. Les prises au vent sont extraordinaires. On voyait, je faisais des sauts de 50 à 60 cm. Elle était intenable à cause du relief incliné. Et puis près du sol, elle réagissait trop. Et je n'ai pas voulu risquer un pépin ou d'abîmer la machine contre les clous et les crochets. C'est la raison pour laquelle j'ai abandonné. Le trophée est allé très logiquement garnir une étagère chez Bernd van Dornick. La remise de la coupe a certainement été le moment le plus émouvant de la journée. C'est Agnès Martignoni, maman de Fernand, aujourd'hui âgé de 92 ans, qui a remis les récompenses aux intrépides pilotes. Peut-être à côté, le deuxième. La manifestation a drainé plus d'1 millier de personnes pour sa première édition. Tous les participants espèrent d'ores et déjà se retrouver prochainement à l'occasion de futures joutes amicales.